Bonjour Christian Eck. Bonjour. J'ai envie de dire bienvenue dans l'album, mais en fait c'est vous qui nous recevez chez vous, on va dire où on est, parce que c'est quand même un lieu extrêmement prestigieux. Alors vous êtes notre invité dans cette émission parce que dans quelques jours, vous serez à Spa les 2, 3 et 4 août prochains pour présenter la Mouche. On va en parler aussi, vous serez sur scène, on sera ravis de vous y retrouver. Mais aujourd'hui, quelques jours avant, on est à Paris, à la Comédie Française, dont vous êtes sociétaire. Oui. Alors on va peut-être parler de ça d'abord parce que on entend souvent cette expression sociétaire de la Comédie Française. C'est quoi en fait un sociétaire de la Comédie Française? Oula, ça c'est long à expliquer. Quand on rentre dans la maison, on est d'abord pensionnaire. Oui. C'est-à-dire que le contrat est revu chaque année. Et puis après un certain nombre d'années, si votre travail est apprécié, vous allez passer sociétaire. Et sociétaire, là, on rentre dans la société des comédiens français. Et là, on a un autre statut, on est engagé pour une plus longue période. Et on fait partie intégrante de la maison, des décisions. En fait, c'est le reste un peu de la troupe de Molière, en fait, et, qui était le sociétaire numéro 0. Ok, Moi, je suis le 525. 525. Et donc, on s'autogère, cette société, on décide de choses, on a des assemblées générales régulièrement. Et voilà, on est des petits patrons quand on est sociétaire. D'accord. On prend part à une partie des décisions de la maison. Ok, avec tous les soucis que ça comporte aussi à certains moments. Oui. C'est la gestion presque d'une entreprise, si on peut voir ça comme ça. En tout cas, merci de nous accueillir ici, parce que je le disais... Là, ici, on est dans le foyer des comédiens, donc c'est l'endroit où les comédiens se réunissent avant de rentrer en scène. D'accord, ah oui. On va plonger dans l'album. Alors, d'abord, comment êtes-vous arrivé à Paris? Vous arrivez à Paris en 1989, c'est ça, à peu près? Oui. La date est un peu floue parce que j'ai commencé à venir jouer à Paris jusqu'au moment où j'y jouais tellement que c'était plus la peine que je garde mon domicile en Belgique et je me suis installé définitivement à Paris. Vous êtes un Belge qui vit à Paris ou un Parisien qui retourne encore parfois en Belgique? Je suis un Belge qui travaille à Paris, j'ai encore de la famille en Belgique, donc j'y retourne pour voir les miens. Alors, on va entrer dans l'album avec ces premières photos. On va partir sous la mer. Alors, je vais vous laisser commenter, c'est l'habitude de cette émission. Oui, alors là, ça c'est une photo de 20 milieux sous les mers. Ma femme et moi, Valérie Le Sort et moi, on a écrit une adaptation. C'est notre premier spectacle qu'on a fait ensemble. On était un couple au départ et en 2015, on a fait cette première mise en scène. En tout cas, Éric Ruff, l'administrateur de la Comédie Française, a eu confiance en nous et on lui a proposé un projet un peu dingue qui était de monter 20 milieux sous la mer à la Comédie Française. Dingue dans le sens où il n'y a pas uniquement des acteurs, mais aussi des marionnettes. Parce qu'avant de rentrer à la Comédie Française, j'étais dans la compagnie de Philippe Gentil. Et Philippe Gentil est un maître marionnettiste qui m'a donné le virus de la marionnette. Ok. Qu'est-ce qui vous amène alors à Jules Verne? C'est Valérie Le Sort qui a eu l'idée. On voulait faire un spectacle avec des marionnettes parce qu'on avait déjà fait une émission avant pour Canal+, qui était une petite marionnette, j'appelle ça une marionnette hybride. C'est-à-dire que comme... l'araignée de mer que vous voyez là, enfin l'araignée, normalement elle devrait avoir une paire de pattes en plus, mais c'était trop difficile à manipuler. D'accord. Donc elle en a 6. 6, ça suffit. Les araignées, elles en ont 8 normalement. D'accord. Et d'ailleurs, si on regarde bien la photo, on peut deviner les 2 manipulateurs qui m'aident à manipuler les pattes. On les voit légèrement, ils sont... dans une combinaison d'invisibilité. On appelle ça des nounours. C'était une combinaison intégrale en velours noir. Et avec pour pouvoir regarder, ils ont un tulle noir devant les yeux. Comment construit-on un spectacle à partir d'un roman? C'est pas le même rythme en fait. Non. En plus, Jules Verne, il y a de longues descriptions. Le roman est assez long. Donc nous, on devait y réinjecter
un petit peu de punch, on a un petit peu recolorisé les personnages aussi pour les rendre plus jouants. Parce que c'est assez contemplatif, c'est un roman qui est captivant de par l'aventure, de par les descriptions des poissons, des paysages qu'ils traversent. Mais il fallait un petit peu recoloriser les personnages. On les a même un peu... on en a même inventé. Et par exemple, dans le roman, pour vous citer un exemple, oui. Dans le roman, le capitaine Nemo, qui était à bord de son sous-marin, a inventé un langage pour pouvoir communiquer avec tout son équipage. Parce que son équipage, ce sont des gens ils sont apatrides. Ils ont fui leur patrie. C'est tous des gens qui se sont exilés. Donc il y a toutes des langues différentes. Et pour mettre tout le monde d'accord, le capitaine Nemo a inventé une langue. Dans le roman, elle est citée, la langue, seulement. Mais à aucun moment il en parle. Nous, pour faire du théâtre, on a inventé un langage, évidemment qu'on comprend, mais qui n'est pas vraiment du français. Et donc, c'est amusant de jouer, par exemple, avec cette langue-là. Donc, c'est une chose qu'on a écrite. D'accord. Hein, par exemple, le hublot, on l'appelle, ça c'est le holoblos. Okay. Partaras, c'est par terre. Voilà. Bibliothèque, c'est bibliothèque. Ok. Voilà. Alors, il y a effectivement venir du roman et trouver le rythme pour le spectacle. Et puis, il y a surtout, la chose importante, c'est l'entrée de la marionnette à la Comédie Française. Qui est une chose quand même assez particulière. Ah oui. Il y a déjà eu la marionnette à la Comédie Française de manière un peu sporadique dans des spectacles, mais pas poussée à ce niveau-là. Et Éric Ruff nous a fait confiance sur ce projet. Et quand on a présenté notre projet, il nous a dit la seule condition pour pouvoir faire ce spectacle, c'est que vous n'engagiez pas des manipulateurs professionnels de l'extérieur. Je voudrais que l'art de la manipulation soit transmise aux comédiens qui vont jouer dans le spectacle. Donc, ça, c'était plutôt une excellente idée, parce que les comédiens de la troupe sont plutôt friands d'apprendre toutes des techniques autres que le Ah oui, donc il jeu. a fallu vraiment les former à ça. Voilà. Okay. Que ce soit la danse, que ce soit le chant, c'est toutes ces choses qui peuvent améliorer, la magie, par exemple, qui peuvent s'intégrer, s'insuffler dans des pièces de théâtre. C'est aussi... de l'art vivant. L'art vivant, ouais. Effectivement, et c'est aussi une adaptation à notre époque. J'imagine que les personnages, vous avez essayé de faire plus correspondre peut-être aux attentes du public d'aujourd'hui. Et puis, comme vous l'expliquez ici, les marionnettes ou d'autres types d'art moins pratiqués ici peuvent entrer. Voilà. Et donc, la Comédie Française, c'est aussi une ouverture sur le monde actuel. Oui, d'ailleurs, en plus, la marionnette a une connotation un peu enfantine, voire un peu bécassonne, ce qui est faux. C'est dans la mémoire ou l'imaginaire collectif. Quand on entend marionnette, c'est pour les enfants. Ce n'est pas le cas ici. C'est plutôt des marionnettes qui insufflent du merveilleux. Par exemple, le décor, c'est un sous-marin avec le grand hublot central qui donne dans les fonds marins. Et tour à tour, quand les comédiens ne sont pas en lumière, ils sont derrière le hublot en combinaison d'invisibilité et ils manipulent des poissons pour faire vivre les fonds marins qui sont vus à travers le hublot. Par définition, un spectacle, c'est toujours très physique, mais là, ça doit être doublement physique. Oui, parce que en fait, ça n'arrête pas. C'est une usine à gaz. Ou bien on joue, ou bien on manipule. Donc, on n'a pas une minute à ne rien faire. Qu'est-ce que Jules Verne apprend à notre époque? Nous apprend, nous. Jules Verne, c'était déjà... il avait déjà... Bon, évidemment, on connaît... Jules Verne dans ses avancées scientifiques. Oui. Mais là, on traite d'écologie, par exemple. Il y a un moment, c'est dans le roman, où un des personnages de l'histoire, c'est Ned Land, qui est un harponneur qui tue les baleines. Eh bien, il lui fait la leçon sur le massacre des baleines. Il dit, si vous continuez, il n'y en aura plus. Ça, c'est extraordinaire. Donc un visionnaire, pas au niveau seulement des techniques, de la technologie, mais de l'évolution de la société au sens large du terme.
On va continuer la découverte de ce spectacle. Ben là, on voit le hublot. Ah oui, dont vous parliez. Là, c'est le passage où, connu où le Nautilus, le sous-marin, est attaqué par un immense calmar, un kraken. Un kraken. Oui. Comment percevez-vous le public? Comment voyez-vous que ça accroche avec le public? Quels sont les signes qui vous montrent à un moment donné que... Oh, mais ça, c'est assez évident. Les signes. Pour vous peut-être, mais pas forcément pour nous. Enfin, nous, quand on est Oui, sur le sûr. plateau, Oui, bien sûr. la qualité du silence, la Oui. qualité d'attention, les rires, les exclamations, oui, on le sent tout de suite. Est-ce que le public, en dialoguant après avec vous, vous fait évoluer dans les spectacles? Parfois on fait des bords plateaux, hein, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on a une sorte de dialogue entre le public et les artistes. J'ai pas le souvenir d'avoir tenu compte parfois il y en a qui disent tiens ça m'a manqué, mais en général on peut faire évoluer le spectacle, mais c'est entre nous, on tient. J'ai pas le souvenir d'avoir eu une réflexion de public qui m'a dit « Ah tiens !» Une révélation, non. Mais ce qui est tout à fait possible, hein. Okay. Mais moi je ne l'ai pas vécu. D'accord. On va passer à... Ah, Charlie de Goth. Ça c'est mes amours belges. Donc avant de m'installer, de venir à Paris, j'ai travaillé dans beaucoup de théâtres à Bruxelles. J'ai beaucoup travaillé au Théâtre Varia parce que j'avais mon professeur d'école, Michel de Zoteux, était co-directeur du Théâtre Varia, donc j'y ai beaucoup joué. C'était une période importante pour moi. Et ça, c'est une des périodes très importantes pour moi. C'est les spectacles que j'ai faits avec Charlie de Goth. Pourquoi? En quoi était-ce important? On avait le même esprit. Il y a une sorte de, entre guillemets, de surréalisme. On avait le même humour, un humour un peu surréaliste. J'ai rencontré des camarades formidables, Eric Draps, Yann Amenecker, qui joue d'ailleurs dans La Mouche, Patrick Beckers, Anne-Cécile Van Daal, qui maintenant est un metteur en scène extrêmement connu. C'est une période importante parce qu'on inventait les spectacles de toutes pièces, on les écrivait ensemble, sous le c'est Charlie de Goth qui nous donnait les idées de départ et après nous on les développait, et donc c'est une période très joyeuse avec beaucoup de fou rire, et je chéris cette période. On voit vos yeux qui brillent quand vous en parlez. Et vous, comment êtes-vous arrivé au théâtre? Ah, alors... on part en arrière, mais... Oui. Ah, moi, c'est une drôle d'histoire. Elle est un peu l'inverse de tout le monde. En général, les gens qui décident de faire ce métier, ils se retrouvent un peu devant des parents qui sont un peu réticents. Hein, parce que c'est pas considéré comme un vrai métier, c'est risqué. Il y a peu d'élus. Donc moi, au début, je ne voulais pas faire ce métier-là. Et moi, je voulais être physicien. Donc j'avais commencé à l'université à Mons. Physicien. Oui. J'aimais bien j'aime toujours les sciences, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, 20 milieux sous les mers, c'est pas tout à fait étranger à cette passion. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place. Et c'est ma chère maman qui m'a conseillé de présenter l'examen d'entrée à l'INSAS, à Bruxelles. Ah oui, elle avait senti qu'il y avait quelque chose en vous. Et je ne la remercierai jamais assez. Elle a eu un très bon instinct parce que ce métier me rend heureux. C'est rare, hein. Combien j'ai eu d'invités dans cette émission qui me disaient ce que vous avez décrit. Je me suis battu contre mes parents et ils m'ont dit fais d'abord un vrai métier. Quoi. Ça c'est un des spectacles que j'ai fait avec Charlie de Goth. Là, c'était « Et Dieu dans tout ça ». Et donc là, la personne qui est à l'avant-scène, c'est Yann Amenecker. C'est un passage que j'aimais beaucoup. Je parlais donc dans le tuyau et je faisais semblant que c'était la voix de Dieu en me cachant derrière. Et j'aimais beaucoup ce passage.
Et je lui disais dans cette voix, cette voix qui venait du ciel, je lui disais, la prochaine fois que tu verras Monsieur Christian, qui était mon personnage, il faudra que tu sois très gentil avec lui, il faudra que tu lui donnes de l'argent, il faudra que tu lui fasses des compliments pour acheter ce que tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? On a toujours quelque chose à se reprocher. Alors, on est toujours coupable de quelque chose. Alors, il regardait en haut, avoir entendu cette voix, il dit bien. Et après, je cache mon entonnoir et mon tuyau et je passe par hasard. Il m'arrête. Et pendant 20 minutes, il me fait des compliments. Il me donne tout son portefeuille. Et chaque fois, il regarde en haut pour voir si c'est suffisant. Un billet, 2 billets. Toujours par réaction, il donne tout le billet. Et puis, il me dit que je suis beau. Et puis, toujours rien. Et il développe. Et finalement, il dit, je vais vous dire quelque chose, Monsieur Christian. Je vous aime. Et là, ça m'émeut tellement que je pleure. Et j'essuie mes yeux avec le tuyau qui était caché derrière mon dos. Et découvre le stratagème. Et j'adorais cette scène. Voilà. Si Dieu existe, vous voudriez qu'il soit comme ça? Oui. C'est un Dieu sympa. Oui. Alors là, ça c'est Valérie Le Sort, ma compagne de vie et ma compagne de travail. Et là, son premier métier, c'est plasticienne. Maintenant, elle est auteure, elle est metteur en scène. Elle a beaucoup de... Et comédienne. C'est une excellente comédienne. Donc, avec toutes ces qualités-là, qu'est-ce que je peux encore dire? Ah, là, c'est la toute première fois qu'on a travaillé ensemble. Canal+ m'avait demandé de faire des petites pastilles. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et c'est en rentrant à la maison, elle m'a dit, mais comme à l'époque, Canal+ France, c'est quand même la chaîne de la marionnette. Il y avait les Guignols de l'info. Et comme tu as appris la marionnette chez Philippe Gentil, et si tu faisais une petite télévision faite par une marionnette? Tout de suite, j'ai trouvé l'idée formidable et elle s'est mise. Donc, une marionnette hybride, hein, donc c'est un peu comme l'araignée qu'on a vu tout à l'heure. C'est un petit personnage qui a une partie du corps est marionnettique et une partie, c'est moi. Ok. C'est pour ça que c'est hybride. Et là, c'est Valérie qui a commencé à sculpter cette marionnette dans son atelier. C'est le début d'une très grande collaboration. C'est ça. Voilà, c'est Monsieur Herc. Donc, il porte ce nom-là parce que, comme mon nom est Eck, parfois, quand les gens ne parviennent pas, j'ai souvent mon nom qui est écorché. Et Herc m'a déjà été dit au téléphone, ou enfin, les gens qui... Parce que l'orthographe est un peu bizarre. Alors, c'est Monsieur Herc. Le fait donc d'être plasticienne lui donne un autre regard sur ce métier, sur la scène. Oui. C'est un autre point d'entrée pour elle, alors. En tout cas, quand elle fait des mises en scène, ou qu'on fait des mises en scène ensemble, le fait de connaître les difficultés des constructeurs, des plasticiens aide beaucoup et nous rend proches de la technique. Et on travaille beaucoup, d'ailleurs, en forte cohésion avec la technique. Parce qu'on fait des spectacles en général où la technique a beaucoup d'importance. Ben là, ça, c'est une répétition à la maison de Monsieur Herc. Oui, et c'est sur la table du salon. Alors, on arrive vraiment dans un autre thème. On va voir un extrait, on va en parler pendant qu'il passera. Alors ici, on est dans un autre monde. Oui, alors ça, c'est une série que j'aime beaucoup, que je tourne d'ailleurs en ce moment même, la 3e saison. C'est Paris Police. Paris Police, la première saison, c'est Paris Police 1900, deuxième saison 1905, et pour le moment, je suis en train de tourner la saison 1910. Je trouve cette série passionnante parce que c'est des histoires policières, de crimes crapuleux de cette époque-là. C'est l'époque aussi du préfet Lépine, d'où c'est lui qui a donné son nom au fameux concours Lépine. Ce qui est formidable, c'est que la toile de fond de ces épisodes est formidable parce que
Moi, je fais par exemple, dans cette série, je fais Alphonse Bertillon, qui est un personnage qui a réellement existé, qui a même son musée ici à Paris. D'ailleurs, dans le tournage, je tourne dans une reproduction de son bureau, de son laboratoire. Et je tourne avec les vrais objets d'Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon, c'est l'inventeur de la fiche anthropométrique. Ah oui. C'est le début de la police scientifique. C'est le début de plein de choses. C'est une époque formidable. C'est le début du téléphone. C'est le premier téléphone dans un commissariat qui était commandité par Lépine. C'est toutes ces... la première scène de crime photographiée, avec les immenses appareils sur des trépieds. C'est très encombrant. On ne peut pas bouger pour la photo. Enfin, c'est toutes ces choses. On a oublié comment c'était avant. C'est un peu aussi comme Jules Verne. Hein. C'est dans les mêmes... en grosso modo, c'est dans les mêmes périodes. C'est toutes ces techniques qui sont en train d'arriver. Voilà, et j'adore cette série. Ce sont des révolutions technologiques qui pour nous paraissent tellement habituelles, mais pour l'époque, être dans le cadre d'enquête policière, ça permet aussi au niveau des personnages, je dirais, de mieux les typer, parce que souvent, dans ces cas-là, on va au plus profond de la psychologie de l'être humain. Ça, c'est surtout la magie des séries, ça. C'est-à-dire qu'on a, ça c'est un bout du laboratoire du professeur Bertillon. D'ailleurs, on voit les chaises originales où le prisonnier ou le suspect on l'asseyait sur cette chaise inconfortable. Et là, Bertillon le bertillonnait. C'est-à-dire qu'il mesurait son visage, et tout était classifié, tel type de nez, tel type de sourcils, et on le photographiait aussi, avec la sorte de longue vue qu'on voit là, un peu plus loin, pour le classer. C'est ça. C'est le début des fiches anthropométriques. Encore une photo de tournage, c'est ce même jour où j'avais fait l'accident. C'est ça. Alors le plaisir de conduire ce genre de voiture, oui, c'est formidable. C'est un travail de documentation incroyable, ça, non? Oui, puis le collectionneur qui vient avec sa voiture et vous avez une petite heure pour apprendre à la conduire. Ah oui. Et ce qui était formidable, c'est que il me mettait tout au bout de la rue et avec tous les chevaux, les calèches, et j'avais champ libre, c'est-à-dire je devais venir vers la caméra et je pouvais faire ce que je voulais. Il fallait juste qu'on comprenne que je conduis très mal. Ok. Donc je pouvais improviser. J'avais un peu le trac parce que je devais faire attention aux chevaux et puis c'est pas si facile à conduire. Mais c'est un moment très agréable. Avec Julien Despo qui est le réalisateur avec son bonnet qu'on voit ici. Je dis, j'improvisais. Quelle est la part de l'improvisation justement dans ce travail? Le cinéma, c'est assez précis. C'est assez précis. On peut. L'avantage de cette série, c'est que on fait des lectures avant, on prépare avant. Donc on peut proposer des choses. On peut proposer des choses pendant les répétitions, avant le tournage. Mais une fois que ça tourne, il faut rester un peu il faut rester assez précis. Et au théâtre? Au théâtre, pareil. J'aime bien improviser, ou quand on met en scène. Improviser pendant les répétitions, mais pas une fois que le spectacle est lancé. C'est assez carré. Oui, d'accord, je comprends bien, oui. Alors ça c'est le métro de Moscou. J'ai eu la chance de voyager beaucoup à l'époque où j'étais dans la compagnie de Philippe Gentil, parce que c'était des spectacles avec très peu de paroles, donc tournable très facilement. Et là, on était à un festival à Moscou, et j'ai découvert Moscou, j'ai découvert d'autres pays grâce à cette compagnie. Et j'étais fasciné par Moscou, c'est la première fois que j'y allais. Tous ces petits métiers. Et là, il y avait une dame dans une cabine qu'on voit de dos. Son métier, c'était de surveiller l'escalator. Les escalators sont beaucoup plus longs que les métros de chez nous. Et donc, elle passait son temps à regarder l'escalator. Et quand quelqu'un se comportait
se comportait pas très bien dans l'escalator, ben, elle parlait dans un micro pour l'engueuler. Voilà, c'était sa fonction. Au métro, on se perd. Enfin, moi, j'ai le souvenir du métro de Saint-Pétersbourg. On ne sait rien lire, évidemment, donc Ah ben oui. à coup sûr, Oui, on oui, se oui, perd. oui, oui. Mais c'est vrai, Oui. c'est ces métiers un peu Oui. surréalistes qu'on découvrait là-bas, effectivement. Ah, c'est toujours Moscou, ça. Le jour de mon anniversaire, mes copains m'ont offert le casque d'un MiG. Et que j'ai utilisé dans les petits films de Monsieur Herc, de la petite marionnette, enfin, que j'utilise parfois dans des spectacles, et que c'est un objet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette esthétique. C'est de la vieille science-fiction. J'aimais beaucoup les marchés aux puces à Moscou. Et voilà. Et c'est un objet qui est d'ailleurs dans ma loge ici en haut, et que j'aime. Puisqu'on parle d'objets, vous en avez amené un. Je crois que dans cette émission, il n'y a jamais eu un objet aussi volumineux. Ah, alors, ah oui, ben on va continuer avec la belgitude, Oui, ça puisque marche. c'est quand même une invention belge. Alors ça, c'est un saxophone basse, qui est une pièce assez rare. J'aime l'objet, je le trouve très beau. J'aime le son j'aime le son de ce saxophone. Et puis, il est théâtralement intéressant, parce que c'est toujours rigolo de voir un acteur de petite taille avoir un instrument qui est presque plus grand que lui. Et puis, j'aime la musique, hein, je suis un amateur, hein, mais j'aime en particulier la musique des Balkans. Ok. On a notamment fait, ici à la Comédie Française, on a monté un bourgeois gentilhomme. Et donc, c'est une comédie-ballet, c'est-à-dire qu'il y a une musique rattachée à l'œuvre, hein, une musique écrite par... oh mon Dieu, j'ai oublié son nom, je ne connais que lui. Lully, qui a écrit du baroque, qui est de la très belle musique, mais qu'on trouvait, Valérie Le Sort et moi, un petit peu trop lente à notre époque pour accompagner une comédie. Donc, on a respecté les airs, mais on les a balkanisés. Ok. Un peu à la manière de Goran Bregovic. Exactement. Ok. D'ailleurs, on est même passé par Kusturica pour créer la musique. Mais ça ne s'est pas fait, mais on y a pensé. Ok. Et donc, c'est un arrangeur, Mitch Ochoak, qui est un musicien avec qui on travaille tout le temps, qui a arrangé la musique, qui a réuni un petit orchestre de 5 musiciens. Et j'ai pu, à un moment donné, dans le spectacle, les accompagner avec mon saxophone basse. D'accord. Ah, ça, c'est toujours les tournées avec la compagnie de Philippe Gentil. Et ben là, on était en Israël et j'ai découvert la mer Morte, qui est aussi un grand moment. Aller se baigner dans la mer Morte et flotter, juste s'asseoir. Oui, très salé, c'est ça, oui. Oui. Et c'est un très très beau souvenir. C'est toujours bien de découvrir des pays en y travaillant. Pourquoi? Parce qu'on est directement en contact passe des gens. pas par le réseau touriste. Bah oui, c'est ça. On rentre à l'intérieur des lieux, dans les théâtres, on est en contact avec les techniciens des lieux, du lieu. On rentre plus dans la vie du pays. Enfin, on découvre mieux, je trouve. Quand j'ai préparé l'émission, que j'ai eu cette photo, Oui. elle m'a fait penser à un tableau d'Edward Hopper, Oui. où on a une rangée de Oui. gens qui sont dans Oui. l'autre sens. Ça m'a vraiment fait penser à ce Oui. tableau-là. Ah, alors, ça, c'est une photo de la mouche. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on voit peut-être si les gens viennent voir le spectacle, normalement, il faut qu'ils ferment les yeux. Ok. Donc, je vais passer l'histoire. C'est juste pour montrer. C'est un moment de coulisses où Valérie Le Sort et moi, on joue tous les deux dans le spectacle, mais en plus, Valérie me maquille tout le long de ma transformation, parce que
c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui va mal. Et au fur et à mesure que le spectacle se déroule, il s'en l'est. Ouais, alors, effectivement, on ne va pas raconter l'histoire, mais le climat, il y a une ambiance particulière. On va Comment dire le définir? Grand Guignol, c'est de l'horrifique humoristique, on va dire. C'est ça. C'est trash, hein. C'est trash, mais on rigole bien. En fait, notre rêve, c'est d'alterner entre l'horreur et le rire. Voilà. C'est quoi le rire pour vous? Ouh, ça, c'est très compliqué. C'est quoi le rire? Ben, le rire, c'est une forme d'intelligence. Ah oui? Pour moi, c'est la seule manière de supporter notre monde. Qui disait la politesse du désespoir? Oui, c'était par ça, exemple. Oui. Rire de soi, c'est absolument essentiel. C'est une manière d'accepter ses défauts. C'est une manière aussi de combattre la bêtise. Rire de sa bêtise, c'est une première démarche pour essayer de la combattre. Est-ce que le rire ne réunit pas aussi? Si. Si. Quand tout est perdu, si on arrive à faire rire, on se Oui. retrouve. D'ailleurs, parfois, ça peut arriver, il y a des moments parfois terribles, des enterrements, ou des moments Ah oui. où parfois quand on prend le verre après et qu'on se retrouve, il peut y avoir des lâchages de rire qui sont extrêmement bénéfiques. Je ne sais pas, je n'ai pas de théorie sur le rire. Je peux juste dire qu'il est indispensable. Oui. Et cette photo? Ah, alors ça, c'est une photo de... la marionnette est tirée de Gulliver, un spectacle qui a été écrit par Valérie Le Sort, qui est sur mes épaules là. Moi, je ne joue pas dans le spectacle, mais on a mis le spectacle en scène tous les deux. Et donc, on s'est encore servi des marionnettes hybrides pour faire les Lilliputiens, parce que la difficulté de ce spectacle était de faire cohabiter Gulliver de taille normale et les Lilliputiens qui sont tout petits. Et ça, c'est une marionnette conçue par Carole Allemand et Valérie Le Sort. Carole Allemand qui est une plasticienne avec qui on travaille très régulièrement, tout le temps. Et voilà le résultat. Voilà. Ah, alors ça, ça c'est aussi un spectacle de Valérie. Elle avait monté à l'Opéra Comique un cabaret horrifique. Vous voyez que l'horreur est une chose qu'on aime bien. Et le cabaret a été filmé. Et pour le tournage, je ne jouais pas à l'origine dans le spectacle, mais on a inventé une petite scène avec une sorte de Nosferatu que j'ai dû interpréter. Et on a bien rigolé à faire des photos et à faire une petite séquence ensemble. Pourquoi est-ce que vous aimez l'horreur? Pourquoi j'aime l'horreur? Parce que, vous savez, déjà, on travaille beaucoup, en général, les artistes travaillent beaucoup, nous en particulier, avec l'enfance. L'enfance est une chose très... Les rêves qu'on a eu enfant, je me rends compte que je les réalise dans les spectacles. C'est gai de se faire peur. Ça fait aussi oublier la merde. Comme le rire. Oui, d'une certaine manière, oui. Voilà pourquoi j'aime l'horreur. Oui, tout simplement. Voilà. Oui. En Belgique, est-ce qu'il y a des références? Quand je vous pose la question, je pense notamment à Harry Dixon, vous voyez cette série, oui. où c'était vraiment de l'horreur, etc. Oui. Est-ce on sait bien qu'on a cette tradition surréaliste, mais est-ce qu'on a un penchant aussi pour l'horreur, nous? Est-ce que c'est propre à la Belgique? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi la série d'Harry Dixon m'est venue à l'esprit quand on discutait ici. Je ne me suis jamais posé la question. Je ne pense pas que la Belgique soit le berceau de l'horreur. Non, pas forcément. Non. Le rire, oui. C'est bien connu que on rit de nous-mêmes. Hein.
Et heureusement, parce qu'on n'est pas grand-chose. Et c'est ça pour moi, la qualité première. On arrive à la fin de cette émission. Si on regardait un petit extrait de La Mouche, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Oui. On va faire ça alors avant de se quitter. Déverrouillage. Verrouillage. Analyse volumique. Analyse volumique. Activation de la transmission. Transmission activée. Mais elle est où ma chaussette? La voilà. Mais on dirait ma chaussette. C'est bien ma chaussette. Allô les pompiers, ça sent le fromage. Non mais sérieusement Robert, comment t'as fait? On voulait bien que je te tutoie. Oui. Comment t'as fait ça? C'est un tour de magie, c'est ça? Non. Les atomes se décomposent au télépode, puis ils se déplacent à la vitesse de 300 000 km/s, et puis ils se recomposent dans le télépode-ci. Comment ça? Je comprends rien du tout. C'est scientifique. Voilà, donc La Mouche, donc je rappelle, c'est 2, 3 et 4 roues. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment venir vous applaudir parce que les extraits que j'en ai vus, ça m'attire vraiment, vraiment. Merci de nous avoir reçus ici. Avec plaisir. À la Comédie Française, que vous avez beaucoup de choses à faire et puis c'était sympa d'accueillir Védia. On se donne rendez-vous dans quelques jours à l'Aspar. Très bien. Voilà, merci à vous. Et puis nous, on referme cet album. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, lundi 20h30. À bientôt.